envie de vous emmener en voyage. Dans les profondeurs de votre puissance, car être sur Terre aujourd'hui est un cadeau. C'est une main qui se tend pour réintégrer votre divinité, pour connecter à votre vérité. Tous les miracles sont à notre portée aujourd'hui. La croissance et la conscience sont accessibles maintenant. Shift You, c'est un espace pour les visionnaires qui relie évolution et nature. Merci de votre écoute. Bienvenue Ninon, Thomas, pour cet épisode de podcast ensemble. Bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir. Avec grand plaisir. Alors Ninon, Thomas, vous avez créé The Ways to Teach, dont on va aussi parler en filigrane de plein de choses, parce que bien sûr c'est au cœur de votre expérience personnelle et de votre vie actuelle en tant que nomade, en partie, en tant que parent nomade. Et nos sujets de prédilection aujourd'hui, c'était vraiment l'école à la maison, l'instruction en famille, homeschooling. Et puis cette vie un petit peu slowmade dont on parlait aussi avec vous en amont pour donner les bases de cet échange, et de bilinguisme parce que vos 3 enfants sont bilingues et trilingues, je crois aussi pour l'un d'entre eux. Ouais, ils ont tous les 3 été instruits en famille, c'est ça? Toujours. Toute leur vie. Toute leur vie, oui. En fait, ils sont jamais allés à l'école. c'est rien. Parcours, pas de crèche, rien. Ouais. Et pour moi, ça paraît juste génial. Justement, c'est une voie que j'aimerais prendre, qui est encore qui a pas d'actualité parce que, comme je vous le disais, ma fille a 5 mois, donc on est vraiment au tout début de son parcours éducatif. Mais c'est vrai que très honnêtement, aujourd'hui, je ne vois pas les choses autrement, et je n'arrive pas du tout à envisager le fait que ma fille aille à l'école. Et voilà, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est aussi en train de reprendre énormément de valeur et d'importance au sein de la cellule familiale, cette vision de l'éducation, en plus de plein d'autres sujets. Mais c'est vrai que c'est un axe qui est social, qui est individuel et collectif, et qui nous permet finalement de voir les choses sous un nouvel angle, et qui est peut-être pas si nouveau finalement, parce que l'instruction en famille était plutôt la norme avant l'installation du système éducatif, que ce soit en Europe, en France, aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Et finalement, l'idée même de se remettre dans cette perspective, de se dire que finalement, est-ce que l'instruction en famille, c'était pas plutôt la base fondamentale de la société ou de la famille ou de l'éducation des enfants? Et de se rappeler qu'il y avait ça, qui existait aussi presque depuis la nuit des temps, en fait. De toute façon, instruire, c'est transmettre, et la transmission, elle a toujours existé. Donc, en fait, on a toujours instruit en famille, on a toujours partagé des connaissances. Donc, on remonte à n'importe quelle période, il y a toujours eu de la transmission. Souvent, quand on parle même des philosophes grecs, on parle de gens qui marchaient les uns à côté des autres et puis qui relayaient la parole, qui se transmettaient les connaissances. Donc, on n'était pas dans le même système de une personne face à d'autres, on était des personnes qui marchent, qui avancent ensemble vers un but. Et c'est ça l'origine de la transmission, en fait. Oui, c'est surtout l'éducation qui a changé avec la révolution industrielle, avec l'arrivée des usines, etc. Donc, on a formaté les gens à apprendre exactement la même chose pour qu'ils fassent tous le même travail. Et il y a des gens comme Rockefeller qui ont investi énormément d'argent dans l'éducation avec des phrases très claires. Il disait, on ne cherche pas à faire des gens intelligents, on veut faire de bons travailleurs. Donc, il y a vraiment, l'école a pris cette voie-là à cette époque. Mais si on remonte avant, bien sûr, hein, on va prendre Léonard de Vinci. Léonard de Vinci n'est jamais allé à l'école, tout simplement parce que ses parents n'étaient pas mariés, donc il n'était pas reconnu, donc il n'avait pas le droit juste d'aller à l'école. Et pourtant, voilà, c'est un nom que tout le monde connaît, c'est le plus grand autodidacte de tous les temps. Mais il y avait finalement c'est du bon sens. Il a observé la vie, il s'est mis à dessiner. Il a appris tout ce qu'il avait à apprendre dans la nature parce que voilà, c'est une très bonne école. Et il a développé ses passions. Et quand on développe ses passions, au bout d'un certain moment, il est arrivé à un point où il s'est dit, tiens,
j'aimerais être encore meilleur. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir un maître. Et là, il a appris avec ce maître, etc., etc., etc. Mais c'est jamais mis de limite. À 40 ans, il s'est dit, tiens, j'aimerais parler grec, je parle pas grec, je vais apprendre le grec. Et moi, j'ai toujours vu l'apprentissage comme ça. Et j'ai l'impression que le système scolaire y a mis une certaine limite, comme si on devait apprendre de 6 ans à 16 ans, finalement. Voilà, c'est tout. Sauf qu'en fait, on n'apprend pas grand-chose, puisqu'on n'apprend pas des choses qu'on a envie d'apprendre. Donc, on s'en souvient pas. Notre cerveau a la capacité d'oublier tout ce qui ne l'intéresse pas. Donc, moi, j'ai des trous noirs absolus sur l'école parce que ça ne m'intéresse pas. Et puis dans sa structure aussi, parce que quand on va à l'école, on nous demande très tôt ce qu'on veut faire. On nous demande de chercher notre orientation. Il y a un énorme travail qui est fait dans toutes les écoles sur l'orientation. Il faut chercher quel est son objectif. Donc en fait, on limite déjà, puisqu'on fixe un objectif seul à atteindre. Alors que même les grands, c'est Steve Jobs qui l'a expliqué dans un discours qu'il a fait devant les élèves de Stanford. À Stanford. Et en fait, il a expliqué qu'on ne peut pas connecter les points si on regarde vers le futur. Par contre, quand on regarde en arrière et qu'on voit ce qu'on a accompli, on comprend que tout ce qu'on a fait prend du sens. Et ça se voit parce que j'ai des anciens élèves qui ont carrément abandonné tout ce qu'ils avaient fait. Donc, ils avaient construit toute leur scolarité vers un certain chemin. Et arrivés au bout de ce chemin, ils se sont dit, mais c'est pas ça que je veux faire. Et ils ont tout plaqué pour aller faire quoi? Aller sur YouTube, aller sur des cours en ligne, chercher des tutorats, des choses gratuites et se former tout seul sur quelque chose qu'ils aimaient faire, qu'ils avaient envie de faire, pour au final arriver à se créer son propre métier par rapport à quelque chose et devenir indépendant. Et donc, je veux dire, ça s'explique tout seul. C'est une preuve en soi. C'est le fonctionnement qu'on a. Il limite les gens. Et donc, les gens qui sont assez intelligents, ils sont capables de casser ça au bout pour revenir en arrière. Mais pourquoi est-ce qu'on n'offre pas la même chance à tout le monde dès le départ? Et c'est ce qu'on a voulu faire en donnant la chance à nos enfants de suivre leur passion et d'avoir une instruction en famille. Oui, et de développer leurs compétences, celles qui leur sont propres et sans leur poser de limites d'ailleurs. On n'a pas défini, tiens, toi, tu aimes plus ça ou ça. On les laisse. On leur a toujours dit, vous pouvez tout essayer. Et si vous aimez quelque chose, il faut savoir que plus vous le faites, mieux vous le ferez. Donc, ils sont très libres et ils nous impressionnent finalement. Moi, je me dis, ah là là, j'aimais vraiment pas l'école. Moi, je fais partie des enfants qui avaient vraiment la notion de perdre mon temps. J'aimais lire, j'aimais être dehors. J'étais une très très grande lectrice. Et finalement, je m'embêtais. Je regardais par la fenêtre, donc on me jugeait. Rêve en classe, n'écoute pas, voilà, ce qui aide pas du tout à rien du coup. Et j'avais vraiment qu'une envie, c'était que ça se termine. Et j'ai passé mon bac comme ça, j'ai révisé 3 jours en me disant, oh, j'espère que je vais l'avoir parce que je ne veux plus. Et je l'ai eu heureusement. Et j'ai même passé ma licence sans aller en cours. J'allais en cours pour 2. J'aime pas du tout quoi. Et donc quand je les vois, je me dis si j'avais pu faire ça, je pense qu'il y a des choses, j'aurais été beaucoup plus loin dans certaines choses. Tu penses que ça aurait changé ton parcours actuel d'avoir cette liberté de t'instruire à la maison? Il n'y a pas photo. Ah, complètement. Il n'y a pas photo. Pour tout le monde. Il y a des choses pour lesquelles j'étais douée, je pense, que j'aimais faire. Et j'aurais eu bien plus confiance en moi pour résister aussi. Parce qu'il faut savoir que quand on rentre et qu'on est une jeune femme, on rentre dans le monde adulte. Et alors, en plus, moi, j'ai fait les cours Florent. Donc, c'est des milieux très particuliers. Le théâtre, le cinéma. C'est très particulier pour une femme. Hein. On en entend parler un petit peu, d'ailleurs. Et j'aurais eu beaucoup plus de solidité. J'aurais pu rebondir plus vite. J'aurais été moins émotionnelle. Je vois ma fille, elle a une assurance à son âge. Elle va avoir juste 16 ans que moi, je n'avais pas à cet âge-là. J'étais rebelle, mais j'étais plus fragile. Je pense que ça, c'est un axe hyper important que tu mets en évidence parce que quand on voit les études qui sont faites aujourd'hui sur l'instruction en famille, on voit que effectivement, il y a une créativité qui est complètement, qui est développée de manière vraiment
très importante. Il y a une confiance en soi pour les enfants qui sont instruits en famille qui est développée très tôt dans leur vie et qui ne cesse de grandir au fil de leur vie et de leurs expériences, qui vient finalement en contrepoids avec ce qu'on peut voir à l'école, parce que souvent l'école, le collège surtout, et la période d'adolescence pour les enfants, pour les jeunes enfants et les jeunes adultes, au final, on se rend compte que c'est des périodes qui sont extrêmement charnières et où il peut y avoir aussi la création de beaucoup de traumas, de troubles, de perte de repères, de perte aussi de repères identitaires, et que bah, c'est souvent à ce moment-là que finalement ces enfants ont le plus besoin de soutien, de présence, de réponse. Et je suis certaine aujourd'hui, avec aussi mon propre regard sur les choses, le retour d'expérience de personnes comme vous, les études qui sont faites, qu'effectivement un enfant pendant cette période qui serait dans un cadre beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé, aurait finalement une manière de traverser aussi ces périodes un petit peu transitoires de manière beaucoup plus simple, plus agréable, et de finalement pas tomber dans ce jeu de perte de confiance qu'on peut ressentir à ce moment-là et qui permet de faire voilà, de faire grandir la résilience d'un jeune en fait, ou d'un enfant. Nos enfants, ils ont jamais été soumis à la note. La note à l'école, c'est quelque chose de terrible parce que tous les élèves que j'ai pu avoir, c'est la chose qui est omniprésente dans leur esprit, c'est ce qui leur crée des anxiétés. Si j'ai pas ramené des bonnes notes à la maison, si j'ai pas la note qu'il faut, etc. Et donc leur centre d'intérêt tourne que sur cette note. Le fait de pas avoir de note, ça veut pas dire qu'il y a pas de critique, qu'il y a pas de construction ensemble. Mais ils n'ont pas besoin que quelqu'un vienne leur faire des remarques désobligeantes par rapport à leur travail. Non, puis ils de apprennent. le noter. Ils apprennent tout seuls. On peut pas apprendre sans faire d'erreurs, quelque part. Et souvent, ils sont même plus critiques sur eux-mêmes que nous, on peut l'être sur leur propre... Les encourager, leur dire non, continue, avance, vas-y, et apporter ce soutien. Et c'est ça qui est important. Mais c'est un système très français, en fait, de juger. En fait, on note l'erreur au lieu de célébrer l'avancée. C'est quand même un drôle d'état d'esprit, parce que c'est complètement antithétique avec la notion d'apprendre. Quand on apprend, on se trompe. On est obligé de se tromper, sinon on n'apprend pas. On dit, il y a que ceux qui ne font rien qui ne font pas d'erreur. Donc, je comprends pas, en fait, j'ai jamais compris. Ouais. Mais moi, je veux quand même me faire un peu l'avocat du diable. Il faut bien que les gens comprennent, parce que les gens ont peut-être tendance à se culpabiliser s'ils ne font pas le choix de faire l'instruction en famille en disant des phrases comme « vous avez la chance de pouvoir le faire » ou « vous avez la capacité de pouvoir le faire ». Non, tout le monde a la capacité de pouvoir le faire. On n'a pas besoin d'être riche, on n'a pas besoin d'être diplômé non plus, on a besoin d'aimer son enfant. Mais je me fais l'avocat du diable parce que il y a des parents qui encadrent très très bien leurs enfants, même ceux qui vont à l'école. Moi, je pense à ma mère qui était seule avec 3 enfants et qui était très occupée parce qu'elle était médecin. Et elle ne m'a jamais mis de pression par rapport à l'école. Jamais. Elle ne m'a jamais dit ah non, t'exagères. Tu fais rien, parce que je faisais rien, ou des choses comme ça. Elle me disait, tu sais que tu es intelligente et que si tu voulais, tu pourrais faire tout ce que tu veux. Je lui disais, oui, mais en fait, j'ai pas envie. Un parent, c'est le premier éducateur de l'enfant, le parent. Le problème, c'est quand je trouve que le parent a été désinvesti de son rôle. On a un petit peu fait penser aux gens que l'école s'en occupe. Non, l'école n'est pas là pour éduquer un enfant. L'école, c'est une plateforme d'apprentissage, c'est-à-dire que c'est une structure qui est censée donner des outils pour apprendre, mais elle n'est pas là pour éduquer vos enfants. Et ça, c'est une vraie problématique parce que moi, je le vois souvent dans les entrées de la lecture. Si je compare, les parents vont mettre leurs enfants à lire. Enfin, les parents vont mettre leurs enfants à l'école. Les enfants vont commencer à apprendre à lire, sauf qu'ils sont 35 par classe. Et ils vont dire, bah, je m'en occupe pas. Sauf que si, pour moi, tout le monde dans ma famille, ma mère, ma grand-mère, mes tantes, mes frères, moi et moi, mes enfants, on nous a tous appris à lire au sein de la famille. Nous sommes tous d'excellents lecteurs parce que à partir du moment où on sait lire, l'école ne prendra jamais le temps de faire ce qu'il faut faire, c'est-à-dire de passer cette frustration du premier lecteur il a déchiffré, mais il lit pas assez vite. Et ça, c'est très, très frustrant. Et la seule façon de passer ça, c'est de lire ensemble 5 minutes par jour. C'est tout. Et de le faire tous les jours, tous les jours, tous les jours.
Alors, je veux rappeler quand on dit l'école, on parle de De l'institution. l'institution, ouais. On parle pas des instituteurs. Non. Pas, On sait- on parle pas de l'enseignant. on parle pas de l'enseignant. Il y a aussi ça, quand on parle de l'institution, tout le monde se dresse, mais il y a de bons enseignants, bien sûr, mais le bon enseignant, il existe partout, même en dehors de l'école. Des bons enseignants n'appartiennent pas à l'école. Et au sein de l'école, il y a de bons enseignants, et il y en a aussi de très mauvais et même de très toxiques. Mais oui, il faut vraiment faire cette séparation avec l'école qui est une institution politique, qu'on le veuille ou non, c'est une institution politique. Donc les programmes changent selon les gouvernements. Il y a des messages qui sont passés, il y a des axes qui sont pris. Et dedans, voilà, et dedans, on peut avoir la chance de tomber sur des gens qui sont incroyables. Mais ce n'est pas une majorité, mais on va le retrouver dans tous les métiers. Voilà, dans tous les métiers, il y aura des gens qui sont excellents à leur travail, et pour être enseignant, il faut avoir beaucoup d'humanité, il faut avoir envie de partager, il faut avoir de la patience, il faut avoir de l'amour pour les autres, et il faut ne pas avoir cette espèce de jeu d'autorité aussi, finalement, respecter l'enfant qui est en face, parce qu'un enfant mérite exactement le même respect qu'un adulte. Et voilà, donc ça fait des irrégularités, donc ça va bien se passer pour certains enfants, puis ça va mal se passer pour d'autres. Ouais. Mais il y a beaucoup d'amalgames de toute façon. Voilà. L'instruction en famille devient à la mode parce que on en parle aujourd'hui. Il y a les réseaux sociaux, donc c'est une espèce de tout le monde se dit, on voit bien que l'école, elle arrive à bout de souffle parce qu'elle sait pas, elle n'a pas changé, elle est coincée dans un modèle qui était bien pour l'usine, quoi, pour travailler dans les usines. Mais le monde a complètement changé. On ne demande pas les mêmes choses. Les métiers qu'auront nos enfants n'existent même pas aujourd'hui. Le problème aussi, c'est que ça fait très longtemps qu'il y a ces réflexions-là. Ouais. Déjà en 2003, 2004, donc ça fait 20 ans, il y avait des gens qui s'élevaient pour discuter, pour expliquer que l'école tuait la créativité, qu'il fallait changer le système, qu'il fallait pas mettre les matières sous forme de pyramide en mettant les mathématiques et les sciences en haut. Pourquoi est-ce que ce serait pas la gymnastique? Ou pourquoi est-ce que ce serait pas la danse qui serait en haut de cette pyramide? Non, il n'y a pas de pyramide normalement. Toutes les connaissances devraient être au même niveau. Et donc ça existe. Donc il y a des gens qui réfléchissent là-dessus. Mais le problème, c'est que toutes ces pensées, à chaque fois, on essaie de les remettre dans une boîte pour que ça reste dans le même système. Ouais. Et donc le système n'a pas évolué. La salle de classe n'a pas évolué. C'est pas parce qu'on est passé d'un tableau noir à un tableau digital ou électronique que ça a changé. Il y a des individualités, il y a des gens qui mènent des expériences, etc. On en parle dans les journaux, ça va faire un article. Il y a eu quelqu'un, je sais plus son nom, qui a mené toute une étude en région parisienne. Et on a dit, ah bravo, c'est très bien. Est-ce que ça s'est démocratisé? Est-ce qu'on a transformé toutes les écoles en essayant de reproduire la même chose? Non. Ça a fait une opération de pub, un petit coup de com', et puis derrière, hop, on balaye ça sous le tapis et on refait la même chose. Parce qu'il faut fabriquer des bons soldats. On a besoin de mathématiciens et d'ingénieurs pour le futur. On va remettre des mathématiques. On va les rendre obligatoires. Et on étiquette aussi les enfants. On les étiquette et avec il est hyperactif et il est cela. C'est-à-dire tous les enfants au sein de l'école sont étiquetés. Il est paresseux, il est pas fait, il aime pas les maths. Pourquoi quelqu'un qui fait de la danse n'aimerait pas les maths? Voilà, c'est hallucinant de voir qu'on décide à la place d'un être ce qu'il est. Et on nous donne l'illusion du choix. Avec la dernière réforme qui est passée, cette 13 enseignements de spécialité à choisir. Sauf qu'en fonction de l'endroit où on est géographiquement, on va avoir que certains enseignements qui vont être disponibles à nous. Et encore, il y aura que un certain nombre de places. Donc, si on n'a pas la place, si on n'a pas l'établissement, on peut pas faire les enseignements de spécialité qu'on a envie de choisir. Donc, c'est juste une illusion, cette illusion de choix. Oh, vous pourrez choisir parmi. Non. C'est pareil pour les études supérieures. On veut choisir d'aller faire une formation bac pro photographie. Mais il faut avoir choisi de le faire en troisième parce que si on essaie de le faire en seconde, on est trop grand. Donc, on va passer après. Et puis, il y a que 2 bacs pro photographie en France et donc il y a que 30 places dans toute la France. Voilà, on limite nous-mêmes les choses. Extrêmement limitant pour la créativité, pour les options. Ça met aussi un cadre de peur pour l'enfant qui se dit, voilà, si je loupe le coche, c'est terminé pour moi, je ne pourrai plus faire ce que j'aime. Et puis finalement, ça lui donne même pas la perspective de réfléchir à ce qu'il aurait vraiment envie de faire en dehors de cette espèce de conditionnement un peu arbitraire
qu'il vit et qui l'empêche finalement d'aller au-delà. Et puis ça le maintient dans l'idée que si j'ai un diplôme, je sais faire le travail. Alors que pas du tout. En fait, si on se sépare des diplômes, on acquiert les connaissances et on est capable de faire énormément de choses. Oui, puis on peut changer. On n'est pas obligé de faire le même travail toute sa vie. Non. C'est ça le truc. Nous, on a changé plein de fois, on rebondit. Bien sûr. J'ai écrit un petit reel comme ça et j'ai dit, moi, il y a une question que je déteste, que les gens posent, c'est qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Voilà. Je trouve que cette question, elle n'est pas saine en fait, parce que on va donner l'idée à l'enfant qu'on le juge sur sa carrière, et forcément, ça sera orienté par la famille ou par son identité. T'es une fille, bah non, tu peux pas être maçon. Enfin voilà, on retrouve toujours ça. Nous, on demande jamais à nos enfants. En fait, on ne leur dit pas tu veux faire quoi plus tard. On leur dit qu'est-ce que tu aimerais faire maintenant. Ouais, C'est une question qui est bien plus intéressante. Voilà. Ouais. Ah, t'aimerais faire du cheval? Ah, t'aimerais faire du dessin? Ah, t'aimerais apprendre l'histoire du Japon? Pas de problème. Et là, on leur donne tous les outils nécessaires pour qu'ils développent leurs connaissances là-dedans. Et ça mène petit à petit à quelque chose. Ouais. Ça fait des chemins et ils vont se trouver là-dedans. Et il y a cette espèce de, alors un peu moins dans les pays anglophones peut-être, je sais pas, mais en tout cas en France, il y a cette pression. Moi, je vois des parents paniquer, même des parents nomades. Oui, mais qu'est-ce qu'ils vont faire s'ils passent pas, s'ils rentrent pas dans le circuit, voilà. Moi, il y a la pression partout. Il y a la pression partout. Moi, j'ai envie de dire, en fait, non. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont des diplômes et ils n'ont pas de travail. Et ils sont coincés, c'est-à-dire qu'on les a mis dans un tel chemin qu'ils se disent pas, bon, bah, je plaque tout, je prends mon sac à dos, je prends un working holiday visa pour Australia ou New Zealand et je vais voir la vie. Elle est longue, ta vie, t'as 18 ans, t'as 20 ans. Et elle est très, très longue. Moi, 48 ans, je me renouvelle encore. Je viens de créer une entreprise il y a 2 ans. Enfin, on a recommencé nos études, on avait respectivement 26 et 28 ans quand on est allé faire notre première année de fac. Il faut, en fait, on les limite vachement et donc les gens sont enfermés dans quelque chose qui leur plaît pas, qui leur ressemble pas. Ils ont peur de lâcher, ils ont peur d'essayer. Et quand on a créé The Ways to Teach, c'est un petit peu ça notre message. On a envie de redonner le pouvoir, de montrer que les gens ils sont nés pour apprendre et ils sont nés pour transmettre. Et en fait, ils ont toutes les capacités en eux de faire exactement ce qu'ils veulent faire. C'est tout, ils ont les capacités. Peut-être qu'on n'arrivera pas au niveau qu'on veut, etc. Mais on peut faire. Ce que je voulais vous demander, justement, c'est comment on éduque nos enfants à la maison et comment on fait l'école à la maison sans devenir un instituteur et leur permettre cette grande liberté déjà, on ne fait pas l'école à la maison. Moi, c'est un terme que je n'aime pas. Je l'utilise pas. Je dis toujours, et je corrigeais même sur les dossiers d'inspecteurs, parce qu'ils mettaient école à la maison, je mettais instruction en famille. Je n'ai jamais fait l'école. Je ne suis pas le programme. Ça a été notre problème au départ. Parce que quand on a commencé, on était nous aussi dans ce mood-là. Et donc, la première année, on avait commencé par faire un emploi du temps. Oui. Avec à telle heure, il y aura telle matière, à telle heure, il y aura telle matière, etc. On a pris le temps de se détacher de tout ça. Maintenant, on est à 300 000 lieues de tout ça. Je l'ai fait quelques mois jusqu'à ce que j'ai la réalisation. Alors déjà, moi, ça m'embêtait parce que j'avais pas aimé ça à l'école. Donc, de faire un planning. C'est quoi là? Histoire. Et puis au bout ça n'a pas duré très longtemps. Non, ça a dû durer 3-4 mois. Au bout de 4 mois, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais, Nilon? T'aimais pas ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Et alors là, pouf. Et alors aujourd'hui, on est des vrais homeschoolers. Vous avez complètement ouvert le champ des possibles en vous libérant de tout emploi du temps et comment ça se passe et d'obligation aussi. Ouais. D'obligation. Il n'y a pas de journée. Il n'y a pas de journée. Ouais. Il n'y a pas de journée. Alors souvent, il y a des gens qui confondent et qui parlent de unschooling et qui vont faire carrément complètement l'opposé. C'est-à-dire qu'ils vont rien faire du tout. Nous, on encourage à faire des choses. Oui. Mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être d'aller dehors et de dessiner la nature. Ça peut être juste de partir se promener, de regarder des choses et de poser des questions sur les choses qu'on voit. Mais en fait, c'est là où rentre le rôle de parent instructeur en famille. C'est qu'on est là pour faire naître des questions. Les questions vont faire leur chemin dans leur tête et des fois, on aura des réponses 3 semaines plus tard.
Je me rappelle d'être en voiture à aller faire des courses avec ma fille derrière, et d'un seul coup, elle est en train de regarder par la fenêtre, et je sais pas ce qu'elle voit dans un champ avec les vaches, je sais pas quoi, mais elle a eu l'épiphanie. Elle m'a fait, oh, mais quand tu dis que c'est parce que, paf, voilà. Et donc, le but du jeu pour nous, c'est de mettre plein de questions dans ces petites têtes blondes et d'être là pour les encourager, pour leur montrer comment on peut aller chercher. Et donc, de donner On est là l'exemple. pour nourrir leur curiosité, en fait. J'aime beaucoup qu'elle ne s'arrête jamais. Ce que vous Parce dites, que la curiosité. Questions, ouais. Ouais, c'est Ken Robinson qui était quand même un grand pédagogue qui malheureusement est décédé d'un cancer il y a quelque temps et qui disait que la curiosité c'est le moteur de la réussite. Et il a raison. En fait, aujourd'hui, on tue la curiosité chez les gens. Ils ne vont même pas chercher leurs réponses. Ils vont la demander aux autres. Et en fait, moi, je suis très, très curieuse. Je serai curieuse jusqu'à mon dernier jour. Et il y a tellement de choses à voir, à apprendre, à faire. Et tout m'intéresse, les gens, tout. Et en fait, ça me procure beaucoup de bonheur d'être curieuse. Et on encourage la curiosité chez nos enfants. Je pense qu'un parent éducateur, il est là pour aimer. Il est là pour accompagner, il est là pour soutenir, il est là pour transmettre et il est là pour offrir des outils aussi. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le jour où on m'a dit, tiens, j'aime dessiner, je suis allée chercher du bon matériel. Parce que ça, moi, je mets un point d'honneur aussi. Donner de bons outils à vos enfants. Ils veulent apprendre, on n'achète pas le petit truc en plastique ou le truc à 2 balles. Alors nous, on n'a pas plein de trucs parce que les enfants se dispersent pas tant que ça, finalement. Faut pas acheter trop de trucs, moi je trouve, parce qu'ils s'embêtent et du coup ils ont énormément d'imagination. Donc il n'y a jamais eu. Après, au début, les premiers ont été inondés par la famille, mais après, on n'a jamais acheté plein de jouets ou de choses comme ça. Et puis maintenant, on est sur la route, donc on a une petite valise chacun, il n'y a presque rien. Voilà, des livres, beaucoup de livres. La lecture chez nous, c'est quelque chose d'extrêmement important. Des livres, des crayons pour dessiner. Mais avant, on avait des bonnes chaussures pour marcher. Avant, on avait 2-3 000 livres en bibliothèque dans notre maison. Et à partir du moment où on est parti sur la route, les livres sont devenus numériques et ils sont dans nos Kindle. Des fois, il y en a un vrai. Des fois, il y en a un vrai. On en achète de temps en temps. Ça fait plaisir. Okay, voilà. Mais la lecture, c'est un de nos grands outils éducatifs. Et il y a la technologie aussi. Et alors, je vois, il y a beaucoup de gens qui disent non, mais moi, je veux pas d'écran. Et alors, moi, j'estime qu'ils vivent dans la technologie. Et donc, pour moi, il faut pas le prohiber parce que c'est renier un excellent outil d'apprentissage. Par contre, il faut éduquer. Bien sûr. Et là, quand on éduque l'enfant à se servir de quelque chose comme ça, moi, je le vois l'utilisation qu'ont mes enfants et par exemple, l'utilisation qu'en font leurs cousins. Elle est complètement différente. Chez nous, le iPad, c'est pour apprendre, regarder des documentaires, de bons films, pour dessiner, pour monter des films, etc. Donc, ils ont une vraie maîtrise de l'outil, une maîtrise bien meilleure que des lycéens même, en étant beaucoup plus jeunes, et ils savent l'utiliser. Et aussi, ils connaissent les dangers. Donc, je suis pas inquiète parce que le problème, quand on interdit, c'est que l'enfant, c'est un être extrêmement intelligent et que l'interdit pousse à la désobéissance et à la malhonnêteté. Donc, chez nous, il n'y a pas d'interdit. Il y a sur chaque outil, sur comment utiliser chaque outil de manière consciente. Ouais, exactement. Et il y a de la confiance derrière. Ouais. Et quand on dit il y a une éducation à ça, c'est pas on s'assoit, on pose des règles, etc. C'est on fait avec eux. Et en faisant avec eux, on montre l'exemple. On donne quelques outils, on leur explique comment les utiliser. Et puis, une fois qu'ils maîtrisent cela, on en rajoute des nouveaux. Et on leur fait découvrir les choses. Et ils vont pas aller par eux-mêmes découvrir 360 millions de logiciels parce qu'ils sont contents avec ce qu'ils ont, qui leur servent à faire. Ouais, et maintenant, la plus grande, elle a pris l'habitude, elle est capable d'aller chercher des outils spécifiques dont elle a besoin et de découvrir des choses. Et c'est elle qui nous fait découvrir des choses maintenant. Oui, beaucoup. Nous, on a tellement appris avec eux sur tout, sur la façon dont on apprend. Ça nous a... Je dirais que quand j'ai commencé, il y avait un vœu chez moi de me dire j'aime pas du tout l'école et puis je me voyais mal me séparer de ce bébé et de le donner à des inconnus. Pour moi, il y avait une notion complètement folle. Voilà. Complètement. Maintenant, si on me demande, je suis contre. C'est-à-dire que moi, j'ai fait un chemin vraiment. Je suis partie j'ai pris d'autres chemins. Je ne trouve pas
je suis désolée, hein, mais moi, je ne trouve pas personnellement de bonnes choses à l'école. En tant qu'institution, Voilà. Quel âge? 15 ans? 15, bientôt 15 12, enfin bientôt 16, bientôt 12, bientôt 8. Voilà, c'est ça. Donc déjà, oui, il y a 15 ans, c'était aussi une question qu'on pouvait se poser sur l'instruction en famille et ça suit maintenant son cours avec une société qui est de plus en plus verrouillée sur cette possibilité-là, justement parce qu'on sait que l'école, c'est un moyen de contrôle extrêmement puissant, d'autant plus pour les enfants et voilà, c'est ici qu'on façonne la société. Et lorsque la société dirigée par tout un tas d'élites ont envie d'aller dans un certain sens, évidemment que voilà, c'est un terreau extrêmement fertile en fait pour tout façonner. Donc, c'est comme ça que les systèmes scolaires étaient créés, c'est-à-dire que à l'époque des colonisations en Afrique, les colonisateurs avaient besoin de gens pour faire tout ce qui était administratif. Donc, on enseignait deux choses à l'école. On enseignait les mathématiques et l'écriture. Voilà. Et donc, on formatait les gens pour avoir les ouvriers dans le pays ou donc les administrateurs qui pouvaient faire ce dont on avait besoin. Si on remonte plus loin dans le temps, à chaque civilisation, il y a eu ça. Les moines avaient besoin de copistes pour répandre la parole et donc, on a développé l'écriture et il y a toujours un besoin. Il y a toujours un besoin. Tous les systèmes scolaires ont été formés de cette manière-là pour répondre à une demande. Donc à partir du moment où c'est à partir du moment où c'est un gouvernement ou une élite ou un groupe qui génère la création d'un mode d'éducation, c'est pour éduquer quelque chose de spécifique. Quand les élites avaient des tuteurs dans les époques passées, c'était pour formater et préparer à une certaine vie dans la société, donc à faire partie de la même famille, de respecter les traditions, etc. L'école en soi pourrait être quelque chose d'extra. Ça pourrait être un havre d'accueil pour des enfants qui n'ont pas de livres chez eux, pour pouvoir apprendre plein de choses, faire des projets communs. Peut-être que l'école la plus intelligemment faite, c'est l'école en Finlande, peut-être. C'est un système qui a l'air pas mal parce que les enfants travaillent le bois, ils sont énormément dehors, il n'y a pas de notes, il n'y a pas voilà. Et d'ailleurs, quand ils viennent en France, les élèves finlandais, ils sont waouh, ils disent en fait, que se passe-t-il? Une école parfaite, ce serait un endroit où les enfants savent qu'ils peuvent aller passer la journée, mais ils sont pour libres. satisfaire leur curiosité, qu'ils ont à cet endroit les outils, les moyens d'aller chercher des réponses et des personnes pour les guider et les challenger, pour les pousser un peu plus loin dans leur réflexion et les emmener vers d'autres pistes et leur faire découvrir des choses. Finalement, la rigidité du système empêche les enfants d'éclore dans leur créativité, dans leur intelligence, dans leur résilience, dans leur... Un exemple typique de ça, c'est que j'ai eu quand même beaucoup d'élèves qui venaient me voir à partir d'une certaine période et ils venaient me voir en me disant « Monsieur, pour le devoir, si je fais ça, pour la tâche finale, parce qu'en anglais on travaille par tâche finale, si je fais ça, puis après je fais ça, et après je fais ça, et après je fais ça, est-ce que j'aurai 20 sur 20 ? En gros, si j'ai coché toutes les cases, est-ce que j'ai 20 ? Et j'ai dit « Mais moi je me moque de ça, c'est le processus pour aller là-bas qui m'intéresse. Comment tu vas organiser ?» Et elle était perdue. Elle était perdue parce que d'un seul coup, il n'y avait pas de limite. C'était une énorme liberté. C'était pas de cadre. Il y avait un cadre, il y avait un objectif, quelque chose, mais il n'y avait pas de limite. Et donc, elle était perdue. Et son but à elle étant d'avoir 20 sur 20, alors que mon but à moi était qu'elle prenne la parole et qu'elle arrive à produire quelque chose qu'elle aura créé elle-même, sans reproduire un calque. Donc, on n'était pas du tout dans... Tu parles de l'anglais, Thomas. Aujourd'hui, votre façon d'avoir enseigné l'anglais à vos enfants, même si enseigné avec de très gros guillemets, ça s'est fait du coup de manière très fluide, très, très naturelle, de la même manière que vous aviez fait l'instruction en fait. De la même manière qu'on a fait l'instruction du français. En fait, tous les parents apprennent une langue à leurs enfants.
Bien sûr. Mais on prend pas de livre. Il suffit de mettre la même chose en place avec l'autre langue. Ils ont jamais. Ça, on a fait comme apprendre. Oui, on a fait comme l'acquisition de sa langue natale. En fait, ils ont jamais ouvert un cahier d'école. On n'a jamais dit tiens, on va faire de l'anglais. On n'a pas expliqué de règles de grammaire. Leur parler anglais, de regarder des films en anglais, on leur a même pas parlé anglais. Non, pas trop. Non, parce que on s'était dit ça au début, puis on l'a pas fait parce qu'on était en France. Mais on parle, en fait, c'est pas ça. On se parle anglais, nous. En fait, nous, il y a quelque chose qui est vraiment le moteur, je pense, dans notre famille, qui marche pour nous, parce que c'est ce que j'explique. J'ai fait longtemps partie des groupes d'instruction en famille. Je fais partie de celles qui ont fait dès le départ et qui commencent maintenant à avoir un certain âge dedans. Et en fait, je suis partie au bout d'un moment parce que on retrouvait même au sein de l'instruction en famille des cadres, comme à l'école. C'est-à-dire la pédagogie, ceci, la pédagogie, cela, il faut faire comme ceci, il faut faire comme cela. Et moi, ça me convenait pas, hein, parce que on est tous différents. Et donc, notre aventure d'instruction en famille, elle n'a rien à voir avec celle des autres. Et donc, ça a amené des comparaisons. Et ça a amené des familles qui se sentaient mal. Elles avaient l'impression de pas faire aussi bien. Mais bon, il y a toujours ce qu'on dit et il y a toujours la réalité. Et nous, en fait, notre moteur, c'est l'exemplarité. On part du fait que nous ne sommes pas des êtres parfaits. On peut essayer, on n'en sera jamais. Mais on est là pour donner l'exemple à nos enfants. Donc, on essaie d'être cohérent par rapport à ça. Par exemple, leur interdire de servir des écrans alors que nous, on s'en sert, c'est absolument pas cohérent. Voilà, on n'est pas pour le fais ce que je te dis et pas ce que je fais. Ouais, fais ce que je dis et pas ce que je fais. Ça a pas de sens. C'est-à-dire, voilà. Et d'ailleurs, nos enfants qui sont devenus très, très malins, nous ont eu avec ça. Voilà, je vais donner un exemple très clair. Et il y a des gens qui comprennent pas qu'on ait pris la décision qu'on a prise après, mais pour moi, elle est logique. On n'est pas des très grands buveurs d'alcool, mais ça nous arrivait de temps en temps de boire un verre de vin, une bière, parce qu'on aimait bien, voilà. Et un jour, nos enfants, ils se sont mis à 3 en plus, hein, à table, ils nous regardent et nous disent vous nous dites que l'alcool, c'est pas un truc très bon pour la santé. On dit non, c'est pas très bon pour la santé. Mais pourquoi vous buvez? Et à partir de ce jour-là, et en fait, on a pris la décision, on a arrêté de boire. Donc, ça fait 2 ans qu'on ne boit plus d'alcool. Parce qu'on était. Plus que 2 ans maintenant. Oui, peut-être plus. On était hyper fiers d'eux, en fait. Ils sont devenus hyper indépendants en pensée. Ils font des chemins tout seuls de réflexion et ils nous ont eu à notre propre jeu. Ouais. Eh ben oui, ouais. Et donc, nous, on a eu envie de reconnaître ça knowledge. Voilà, de vraiment dire, ouais, les gars, vous avez raison. Et on est fiers de vous et nous, on s'est fait avoir. Et puis voilà. To walk the talk. Ouais, c'est ça. Exactement, ouais. Walk the talk. Et aujourd'hui, vous enseignez du coup à travers The Ways to Teach, vous donnez des tips pour les parents justement pour développer cette là, c'est ce qu'on vient de mettre en place. On fait plusieurs choses. Donc, on fait du tutorat. Beaucoup pour les adultes, mais certains enfants, mais Thomas, il travaille avec ce qui s'appelle du project-based, donc de l'apprentissage par projet. Donc, c'est vraiment pas des cours d'anglais au sens du terme. On va avoir des cours d'anglais très scolaires, absolument pas. Donc, ça convient à certains enfants, à d'autres, ça ne convient pas. Donc, il y a des places très limitées et ça se passe sur entretien. C'est un peu particulier, mais en fait, l'intérêt, c'est que tout le monde se sente bien dedans. Donc, on préfère fonctionner comme ça. D'abord, rencontre avec les parents et les enfants. Pour expliquer. On voit si tout le monde est motivé. Si c'est que le souhait des parents et pas le souhait des enfants, c'est difficile en visio de faire avancer un enfant qui n'a pas envie d'avancer, et qui ne voit pas d'intérêt. Donc, on se base sur une relation de confiance où on a envie d'aller dans la même direction en essayant de suivre le même chemin. Oui, et je pense... Pardon, Thomas, oui. Non, vas-y. Non, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de parents qui aiment cette idée peut-être d'avoir aussi un tutorat, de petites pistes ou de conseils au départ pour se lancer, parce que on peut avoir des doutes, même si on peut aussi se laisser porter par l'expérience, par l'intuition. Alors, on fait 2 choses pour ça. Ouais. On fait 2 choses pour ça. La première, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est-à-dire qu'on a mis en place toute une formation sur comment élever des enfants bilingues. Même si on ne l'est pas.
sur la création de cette entreprise, de Ways to Teach, c'était effectivement, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect tutorat, l'aspect coaching pour les parents autour du bilinguisme. Comment vous mettez ça en place concrètement et comment on peut travailler avec vous à ce propos-là? Tu commences ou pas? Non, mais vas-y. Alors bon, pour la partie coaching, c'est pas que le bilinguisme, hein, c'est pour vivre une parentalité sereine en général. C'est vrai que on traite beaucoup de bilinguisme parce qu'on travaille avec des familles d'expatriés. Et souvent, les familles expats, les enfants sont baignés dans deux langues, mais des fois, ils refusent d'en garder une. Et donc, souvent, je travaille avec des parents, voilà, pour enlever la pression aussi. Il y a beaucoup de pression souvent sur ces enfants. Et pour les parents aussi, des fois, on est fixé quand on est parent sur quelque chose et on oublie qu'il y a des chemins de traverse. Et en fait, je trouve ça bien le coaching parce que ça permet de prendre du recul et de s'apercevoir qu'on s'est mis beaucoup de pression alors qu'en fait, c'est pas la peine, hein, parce qu'il y a cette espèce de vitesse qui est imposée, hein, justement. Oui, l'enfant, il doit lire à 6 ans et demi. Et puis, à tel âge, il doit savoir ses tables de multiplication. Mais non, en fait, il y a pas de temps imposer, ça c'est quelqu'un qui l'a imposé, c'est une structure, mais dans la réalité, non. Il faut que l'enfant il se sente bien, qu'il ait envie. Et si on lui met la pression, il va développer une anxiété ou il va développer une opposition pure et dure et ça sera foutu. Voilà. Donc on connaît des familles d'expats où il y a une mère française, un père australien et l'enfant ne parle pas du tout français. Donc parce qu'il y a eu trop de pression, parce que voilà, il y a donc ça, c'est un accompagnement qu'on propose, mais ça peut aussi être une famille qui fait de l'instruction en famille, qui se sent vraiment malheureuse dans la façon scolaire de travailler, qui s'y retrouve pas, ça met de la pression des inspections, etc. Nous, on n'a jamais, en fait, nous, on a toujours répondu aux compétences, jamais au programme scolaire. Donc, on n'a jamais eu de problème. On avait de très bons rapports d'inspection. Parce qu'en plus, Thomas connaît très très bien le système, donc il sait ce qui est attendu et il sait ce qui se passe au sein de l'établissement. Donc c'est vrai que ça nous donne une petite carte, un petit atout. Voilà, il y a beaucoup de choses. Les coachings, en fait, c'est surtout aider les gens à prendre le recul nécessaire. Seul, on n'arrive pas forcément à avoir le recul nécessaire, à se dire il faut que je fasse une pause, il faut que j'essaie de regarder ce que je fais autrement. Et prendre la décision de faire un coaching, c'est prendre le temps d'avoir quelqu'un qui va nous aider à faire ce pas en arrière et qui va nous aider à trouver les solutions. C'est pas quelqu'un qui va apporter une solution que je vais appliquer. Ça marche pas comme ça. C'est la même chose que ce que je disais plus tôt avec mes élèves. C'est pas on va donner une liste. C'est on va écouter, on va poser des questions et on va aider à avancer et à trouver des solutions qui correspondent à la personne qu'on a en face de nous. Parce que les adultes comme les enfants, tout le monde est différent, tout le monde a une façon différente de fonctionner. Donc, en fait, c'est apprendre à se connaître, apprendre à prendre du recul, regarder notre vie, ce qu'on fait, comment on peut changer des fois 2, 3 choses, rien, mais c'est le changement de perspective qui va faire tout changer, en fait. Souvent, c'est aussi redonner confiance. C'est souvent ça. Et moi, j'aime énormément ces séances de coaching parce que c'est comme une bulle où on peut tout se dire et il n'y a pas de jugement. Et du coup, quand on est parent, c'est un vrai métier d'être parent. Et c'est tous les jours, c'est 24 heures sur 24. Donc, on a tous besoin d'un autre regard. Moi, la première, moi, j'ai eu des amis qui m'ont sauvé la vie plus d'une fois en me disant, mais non, ah oui, parce que on est dans notre routine. Et en fait, c'est ça. C'est OK de se faire aider, en fait. C'est pas grave, au contraire. Au contraire, c'est tellement une qualité de reconnaître qu'on a besoin d'aide et d'aller chercher des réponses ailleurs. Donc, et je pense que naturellement, c'est quelque chose qu'on a toujours fait. De par nos métiers, de par notre vie de famille, de par les gens qui nous entourent et nos interactions avec eux, c'est toujours quelque chose qu'on a mené, qu'on a fait. Même encore maintenant, dans mes cours de français, puisque je donne des cours de français en ligne aussi, à des étrangers, à des adultes, j'en ai plusieurs qui en fait viennent vers moi et qui à la fin d'un cours vont me dire mais en fait j'ai plus qu'un cours de français là, j'ai un cours de voilà, j'ai un élève qui est devenu jeune papa pour la première fois, on a discuté en français mais de ça, et donc finalement on apporte d'autres choses, et en fait c'est ça, donc c'est ce qu'on propose à travers nos coachings aussi.
Ah. Ouais, parce que le tout est un tout, en fait. On est un tout. Tout est tout. Il n'y a pas de séparation. L'apprentissage fait partie de notre être, il fait partie de notre vie. Et finalement, il est lié à la confiance qu'on a en soi, à la persévérance, sa curiosité. Donc, si on se sent bien comme être, on n'a pas forcément beaucoup de limites. Et je pense que le mode de vie qu'on a choisi aussi nous a permis de nous détacher nous-mêmes, donc prendre encore plus de recul et donc d'avoir un regard qui est vraiment beaucoup plus loin que ce qu'on pouvait avoir avant. Quand on était dans notre 9h, 5h avec notre maison, notre emprunt, etc., on avait un certain état d'esprit. Le fait de partir en expatriation, on s'est détaché de ça. Et là, le fait de tout lâcher complètement, de partir autour du monde sans filet, ça a vraiment changé la donne. Et donc, tout ça, c'est juste le résultat. On n'a pas fait, comme je disais au début, on ne s'est pas dit, oh tiens, quand on aura presque 50 ans, on sera nomades digitaux. Non, on est arrivé là par le fruit de toutes nos expériences. On n'aura plus rien. Voilà. C'est un bon plan d'avenir. Ouais. En fait, oui, c'est un bon plan d'avenir. On a vieilli aussi, on a l'expérience on est beaucoup plus conscient de notre expertise, de notre expérience et on l'assume. Parce que quand on est plus jeune, c'est compliqué d'assumer ce qu'on est aussi. Voilà, donc c'est une bonne période pour nous de le faire. Même si c'est quelque chose qu'on a toujours aimé, c'est quelque chose que we own it. Quoi. Maintenant, on est vraiment confortable avec ça. Et puis, je pense que c'est la bonne période parce que moi, je suis très rebelle. Alors, j'ai le sang vif, etc. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui, depuis Covid, ont pris le temps de se poser des questions sur leur vie. Et donc, quand on se pose des questions sur sa vie tout seul, c'est pas forcément évident. Nous, ces questions-là, on se les était posées avant. Donc, on a plus de recul et on peut aider, accompagner dans cette direction-là, les gens qui se posent ces questions-là. On est passé par là, on a eu des galères, même encore l'année dernière. Donc, Ouais, justement, on va parler d'expatriation parce que c'est aussi, voilà, ça fait partie de votre parcours, de votre vie, et c'est ce qui m'intéressait aussi d'échanger, pour échanger ensemble sur ces aspects. Sur l'aspect instruction en famille, si je comprends bien, si on devait faire un petit récap de ce qui a été dit entre nous ici sur cet épisode, c'est vraiment finalement de sortir complètement des cadres pour se laisser porter par ce qui est naturel, ce qui est plus naturel en nous, à la fois cet enseignement, cette transmission qui sont voilà, qui sont au cœur de notre vie, d'être curieux d'apprendre parce qu'on a tous cette étincelle en nous originellement d'apprendre, de connaître, de savoir. Et finalement, en tant que parent, vous soutenez l'expérience de vos enfants curieux qui font ces expériences-là et vous soutenez leurs expériences à chaque instant. Chaque jour est un jour différent d'apprentissage et d'enseignement, mais ça se fait de manière très intuitive et très simple. Et c'est peut-être ça aussi qui est très important à rappeler peut-être aux parents qui veulent mettre en place ce système, c'est que finalement, c'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense, c'est beaucoup plus intuitif et beaucoup plus naturel. C'est ce qui est dit. C'est ça. Alors, on est des créateurs d'opportunités. Je veux juste parler de Jean d'Ormesson, qui a été académicien français, cet homme au doux regard bleu. Il a été instruit en famille un certain temps et il disait ma mère était aimante. C'était une femme extrêmement gentille et patiente. Elle ne savait pas lire le latin et le grec et pourtant elle m'a aidé à acquérir le latin et le grec grâce à elle. Donc, ça montre bien qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir ces compétences. On peut, en fait, l'être est intelligent, donc il peut apprendre beaucoup de choses. Et les enseignants, ce sont des guides. Voilà, ce sont pas des gens qui imposent. Les bons enseignants, ce sont des guides. Ce sont des gens qui donnent envie d'eux. Je crois que Thomas a eu tellement de succès comme enseignant. Il est toujours en contact avec tous ses anciens élèves parce que il avait cette place. Il les mettait en avant. Il leur permettait d'exprimer leur créativité. Il leur parlait des choses qui le passionnent. Pas de vous devez parler anglais ou si vous, il les obligeait même pas à aimer sa matière. Il a eu une élève, je me souviens, qui venait en classe et qui dessinait. Et un jour, il la voit, il lui dit ça t'intéresse pas l'anglais? Elle dit j'aime bien dessiner. Il le regarde, il dit bah c'est pas mal. Il lui dit ok, je fais un deal avec toi. Chaque fois que tu es en cours avec moi, tu dessines. Et à la fin, tu fais un portfolio. Et elle a fait ça, elle a fait un portfolio et elle a intégré une école d'art. Et donc moi, je trouve que c'est ça, un enseignant, en fait. C'est pas soi, on peut pas se dire, ah, moi, ma matière, mon savoir. Non, non, non. On est là
pour les accompagner, pour qu'ils puissent être le meilleur d'eux-mêmes, qu'ils se sentent bien, qu'ils aient la confiance nécessaire pour affronter le monde et être qui ils sont, quoi, s'exprimer. Ouais. Donc, en fait, c'est ça. Qui a envie de se lever le mardi matin et à 9h de faire des maths tous les mardis matins? Je veux dire, personne. Voilà. Si on pense comme nous, adultes, ça marche pas. Ouais. Donc... Ouais, comme tu l'as dit, créateur d'opportunités. J'aime beaucoup ce terme. Ouais. C'est très beau. Et aujourd'hui, comment est-ce que vous vivez justement? Vous êtes en mouvement, vous êtes ce qu'on pourrait appeler des slowmades. Comment ça se met en place concrètement et à quoi ressemble votre vie depuis ces 2 dernières années? Ça se met en place sur un coup de tête. Moi, j'ai envie de dire parce que souvent, aujourd'hui, il y a un tel mouvement nomade en camion, etc., où des gens ont vendu leur maison. Et il y a des gens qui disent « Ah, j'aimerais bien le faire, mais j'ai pas tout cet argent. » Je vous rassure, on peut le faire sans un copec. Nous, j'ai mis 4 ans, je crois, à mettre 20 000 euros de côté. On est parti avec 20 000 euros en poche, avec 0 plan sur la comète, juste de découvrir le monde avec nos enfants. On était parti avec une idée de monter une boîte où on allait écrire des bouquins tous les mois, faire des documentaires tous les mois avec du contenu pédagogique. C'était trop. C'était énorme. C'était trop. Alors, on a écrit 4 livres. Oui, on a fait des documentaires. On a fourni beaucoup de choses. On a énormément travaillé. C'est déjà génial, ce qui est déjà énorme. Voilà. Mais en fait, je ne sais pas si tu as lu un livre qui s'appelle You're a Badass de Jen Sincero, et elle explique que voilà. Je le connais, ouais. Tu le connais. Quand tu veux changer de vie, t'as le big snooze. T'as le big snooze. Et nous, alors, on s'est pris, mais alors, un big snooze. Mais alors, en plein dans la tête, on aura tout eu. On a été blessé émotionnellement. On a été blessé physiquement. Je me suis fait arracher le bras par un chien en plein bush australien. Donc, j'avais l'épaule complètement disloquée. On a dû appeler ma mère en visio, qui est médecin, pour que Thomas me remette le bras. Enfin, l'os, tout de suite. On avait du Wi-Fi, mais pas de téléphone. Il n'y avait rien autour de nous. Enfin, et ça a été un choc pour moi parce que déjà, j'ai plus la trentaine et que quand on a 45 ans, tout ce qui est physique, c'était lourd. Il y avait ça, puis la pression de voir l'argent qui sortait. Et il y a eu vraiment une chute. Donc, j'ai contacté les gens qui avaient pris l'abonnement, je pense, en grande partie pour nous soutenir dans cette aventure en leur disant « Je suis désolée, je peux vous rembourser au prorata si vous voulez ». J'ai eu quelques messages en me disant « Mais non, on vous soutient ». Donc, c'est un abonnement qui est toujours en cours et qui se terminera, mais qui est déjà extrêmement riche en soi. Mais on a appris sur le tas, en fait. C'est ça. Je pense que c'est un petit peu comme les gens qui disent « Je veux avoir un enfant quand je serai prêt ». J'adore cette phrase. Parce que non, on devient parent quand on a un enfant. On ne peut pas être prêt à être parent sans avoir un enfant. Voilà. Et là, c'est exactement pareil. On ne peut pas être prêt sans le vivre. Et donc, en le vivant, en traversant des challenges, on a appris. On a fait des erreurs et des erreurs et des erreurs. Et on a appris de nos erreurs. Je pense qu'on a eu moins peur que beaucoup de gens à faire ce pas aussi parce que c'est un pas qu'on avait déjà franchi. Ouais. On l'avait franchi quand on avait 20 ans, respectivement. Moi, j'étais parti en Irlande sur un coup de tête avec mon sac à dos, ma guitare, une valise. J'ai pris le bateau à pied. Je suis arrivé là-bas. Je me suis dit, oh, super, je vais faire un village, je vais faire le tour de l'Irlande. Une réminiscence d'expérience. Voilà. Ouais. Et la premier village où je suis arrivé, enfin, première grosse ville, je me suis rendu compte que, non, en fait, trouver un boulot, trouver ceci, trouver cela, c'était pas si facile. Puis finalement, j'ai passé 4 ans en Irlande, mais dans le même village. Je suis resté au même endroit. Voilà. Ouais. Donc, il y a des difficultés, mais c'est faisable. Et on a de l'énergie et on fait beaucoup de choses. On a accompli beaucoup de choses. Moi, je suis une grande spécialiste de suivre de suivre la lumière en fait et c'est très drôle la façon dont je suis partie. Donc j'avais fini les cours Florent, j'avais monté une pièce qui s'appelle Port-Royal, qui est une très belle pièce de Henri de Montherlant qui parle de l'extrémisme, et une pièce qui a eu beaucoup de succès public, mais je correspondais pas, j'étais pas assez docile pour les cours Florent. D'ailleurs ils me l'ont dit texto, c'est dommage que vous ne soyez pas plus docile. Ouais. Donc oui, c'était spécial. Et donc, me suis sentie trahie. Donc, ils n'ont pas mis en avant cette pièce qui avait eu beaucoup de succès. Je suis passée par des espèces de déceptions et j'étais jeune, donc je ne savais pas les encaisser. Et donc, j'ai dit, je pars. Je vais en Angleterre pour faire du théâtre. Et en fait, un matin, je sors de chez moi et puis j'étais à Montparnasse et je vois ce grand panneau. Il y a un grand panneau là sur le début de l'avenue Vaugirard qui dit
New York, 400 € l'avion. OK. Et je continue mon chemin et je vois un mec qui fait la Statue de la Liberté. Et dans ma tête, ça a fait clic, 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 clic. Je pars à New York. Voilà. Je suis vraiment une très grande spécialiste de ça. Tu suis la lumière, mais effectivement, je pense que est-ce que c'est pas ce qu'on est porté à tous faire moi, je pense. ce monde, tu vois? Et ça fait peur et il arrive des trucs, mais en fait, après c'est génial. On vit, on a des histoires à raconter, on apprend sur soi-même. Voilà, il y a des moments difficiles, mais il y en aura dans la vie. Mais je me dis toujours, mais sinon on les vit pas, on les vit pas. Donc si on regarde, la vie nous donne beaucoup de signes en fait. Et si on lui fait assez confiance, on traverse les tempêtes quand il y en a, et puis finalement on arrive à rebondir. Donc en fait, ça va faire bientôt 2 ans qu'on est ce qu'on appelle des slow nomades. Ça veut dire qu'on n'a pas de véhicule, on prend les transports, quels qu'ils soient. Alors, quand on peut, on prend des trains, des bus, on marche. Des fois, on prend un peu l'avion, forcément. On possède pas de maison, on n'a pas de crédit, on n'a pas de voiture. On a quelques affaires et qu'on renouvelle quand elles sont vraiment plus en bon état. Hein. Moi, j'ai une paire de chaussures, par exemple. Mais on a des bonnes affaires qui durent longtemps. Et on s'installe pendant au moins 3 mois à un endroit, le temps de s'imprégner de cet endroit, de rencontrer les gens. Voilà, d'apprendre quelques mots. On fait pas de tourisme, on fait pas vraiment de tourisme, pas plus qu'on en ferait si on était chez nous. Voilà, ça dépend où on est. Des fois, on en fait sur le chemin, mais en fait, c'est pas notre intention. Notre intention, c'est vraiment de communiquer avec les gens. Et les choisissez un endroit et puis vous raisonnez à partir de cet endroit comme si c'était votre lieu de souvent vie. Choisir un endroit à cause du budget. Oui. Parce que notre budget est petit. Des fois, c'est génial et des fois, c'est décevant. Ça fait partie de l'aventure, mais même dans le décevant, il y a des choses bien parce que c'est comme ça. Et en fait, on a vraiment embrassé ce qui s'appelle le world schooling, c'est-à-dire que les enfants, ils font de la géographie vivante quand même, ils font de l'histoire vivante, ils sont en contact avec beaucoup de langues, ils sont en contact avec beaucoup de cultures. J'ai ma fille qui m'a sorti cette phrase extraordinaire quand on était au Mexique. On marchait dans la rue, puis elle me dit, tu sais, maman, le voyage, c'est bien. Alors en fait, il faut savoir que notre fille aînée, pendant le Covid, elle a été prise d'une peur. Et tout à coup, ses mains étaient comme ça. Ça l'a beaucoup angoissée, tout ce qui s'est passé. Donc, ses mains étaient comme ça et elle avait peur de manger ce que moi, je ne cuisinais pas. Elle pensait qu'on allait l'empoisonner. Donc, déjà, elle m'a dit, là, récemment, si on n'avait pas fait ça, je serais restée dans ma peur. Et le fait d'être partie dans le monde, je m'en suis complètement libérée. Et c'est marrant parce qu'il y a des gens qui ont peur d'aller dans le monde. Et en fait, non. Aller dans le monde, ça vous rassure énormément sur votre condition humaine. C'est intéressant, c'est intéressant. Hein. Et dans la rue, elle m'a dit, tu sais, maman, avant le Covid, pas le Covid, mais avant en France, je pensais que à moi. Et depuis qu'on voyage, je pense aux autres. C'est une belle phrase. Hein. Ouais. Et elle le vit dans ce qu'elle fait aussi. C'est que du plus pour eux. C'est que du positif pour les autres. Ça développe énormément d'empathie parce que on a beau ne pas vouloir, on est quand même, quand on reste au même endroit, baigné dans des a priori, des jugements et plein de choses. Et voilà. Et quand on voyage, tout à coup, non, parce qu'on rencontre des gens qui viennent de partout, qui ont toutes les religions, toutes les couleurs de peau. Enfin, on croise des gens qui ont des histoires rocambolesques aussi. Donc, on voit des manières de vivre complètement différentes. On s'intéresse beaucoup aux gens. Quand on était à Bali, on a énormément communiqué avec les gens qui travaillaient dans l'endroit où on habitait, qui étaient là, qui étaient payés une misère. Mais on s'est intéressé, on a discuté. Notre fille est allée passer une journée entière sur le marché pour travailler dans le marché avec les gens du coin. Pour échanger, discuter, revenir en ayant goûté un plat, etc. On nous a même dit,
vous êtes des touristes comme on n'en a jamais vu. Ah bah oui, parce que finalement, vous n'êtes pas des touristes. Tu Non. disais, Ah non, Ninon, on que n'est tu pas. n'aimais pas le terme école, mais c'est l'école de la vie au final pour vos enfants. Oui, Mais oui, oui. c'est bah, aussi bien pour sûr, ça ouais, qu'on ouais. a choisi le terme Globe Dwellers Mm. pour un de nos, C'est les habitants du voilà, globe, les en habitants fait. du globe. Globe Dwellers, Voilà. ok. Voilà. Mm. Il n'y a pas de frontières. On est Et tous tu sur la même parlais, planète. ouais, c'est ça, tu parlais de world schooling et j'aime bien aussi ce terme qui va Ouais. encore au-delà de la frontière du homeschooling, en fait. Mm. Ouais, moi, c'est ma force. C'est bien. En fait, bizarrement, en plus que des unschoolers, on a toujours été des world schoolers, Ouais. même à la maison. On a Ouais. toujours eu une éducation très ouverte sur le monde et sur les autres. Je peux donner un exemple. Si on allait à la plage, parce qu'on habitait en Vendée, et nos enfants jouaient avec des enfants gallois et qui s'éclataient avec eux, on allait voir les parents en leur disant, écoutez, nos enfants, ils s'amusent vachement. Est-ce que vous voulez venir manger à la maison? Mm. Et alors parfois, il y a des gens qui nous se disaient, c'est peut-être des serial killers, ces gens-là, on va pas y aller. Mais il y en a qui disaient oui, ben, comme cette famille galloise, et ils sont devenus des amis. On les voyait chaque été. C'est aussi comme ça qu'on a rencontré nos meilleurs amis australiens qui, comme ça, dans un parc. nos Ouais. enfants Les jouaient dans rencontres le vont dans parc les deux et sens. ils sont venus nous voir en disant vos enfants sont très ouverts, ils jouent énormément avec notre fille, est-ce que vous voulez venir à la maison? Donc on avait trouvé des gens qui étaient comme Qui étaient nous. comme nous. Ah, c'est sûr. Et l'an dernier, quand on est parti autour du monde, on est repassé par l'Australie et ils nous ont accueillis, ils nous ont trouvé un logement, ils nous ont accueillis pour Noël. C'est des amours. Dans cette aventure, on a vu nos vrais amis, nos amis véritables. On en a perdu quelques-uns parce que je pense qu'on véhiculait une certaine incompréhension. Comment on peut tout lâcher? Comment Une liberté, je pense. Et la voilà, liberté oui, il y a sûrement à faire peur à ceux qui ne s'autorisent pas encore cette liberté. Ouais, c'est ça. Ouais. On a eu des mains tendues de parfaits inconnus, de gens qui n'avaient rien. Voilà, on a vécu des histoires humaines très fortes au Vietnam. Et moi, ce que j'aime dans cette aventure, là, je me disais, au début, quand on a commencé et que tout arrivait, je me disais, genre, je veux rentrer chez moi, je veux ma maison, je veux mes affaires, etc. Et aujourd'hui, pour être très honnête, non. Aujourd'hui, je dirais même, je ne cherche pas l'endroit de mes rêves, je cherche les gens de mes rêves. C'est-à-dire que j'irai plus m'installer dans un endroit où les gens résonnent avec moi que dans un endroit qui est paradisiaque dans mon sens. Donc, j'étais même prête à aller en Finlande, alors que j'aime pas du tout le froid, parce qu'il y a quelque chose qui m'attire dans ce pays, que ce soit la relation avec la nature et des choses comme ça, et aussi les paysages. Moi, j'aime beaucoup la nature. Mais c'est marrant, ça a fait un espèce de shift chez moi, tout à coup. Et de me dire, je serais incapable aujourd'hui de revenir en arrière. Et Thomas aussi, je pense. Tu pourrais pas récupérer un travail comme tu l'avais. Non. Puis, en fait, ce que j'aime par-dessus tout, c'est les gens. Et donc, moi, où qu'on soit, dès qu'on voyage, on rencontre des nouvelles personnes, n'importe qui. Ouais, à l'aéroport, partout. Je discute avec ma boulangère. Là, juste à côté, tous les matins, j'apprends des petits mots en grec, par-ci, par-là, avec les gens qui vendent des gâteaux, avec les gens qui vendent des pizzas, par-là. On noue des amitiés avec des gens, on découvre, mais parce qu'on leur pose des questions sur eux, sur leur histoire. Donc, on apprend plus que de simples rencontres. Puis, et c'est ça qui est intéressant. Notre situation les intrigue. Donc, en fait, les gens nous parlent plus facilement aussi. Les gens nous parlent. Il y a une dame albanienne qui nous voit passer certainement depuis un certain temps. Puis elle a fini par nous arrêter, nous dire vous êtes qui, vous venez d'où? Donc on a parlé. Puis elle nous a donné des œufs. Voilà, je pense que quand on habite toujours au même endroit, les gens on les a vus, revus. Peut-être qu'on se parle même pas d'ailleurs. Bien sûr. Et alors que là, non, on a rencontré d'autres nomades, d'autres voyageurs de tout âge. C'est super. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil justement à des personnes qui ont envie de franchir le pas, de peut-être partir voyager comme vous le faites, ou même sur ce sujet de l'instruction en famille, qu'est-ce que vous leur diriez à ces personnes-là? Alors sur le fait de partir, c'est simplement que un jour il faut mettre le premier pas. Il faut ouvrir la porte. C'est ça. Faut y aller. Mettre la première brique. À chaque fois. Faut pas avoir d'idée parce que ça sera jamais. Non, puis à chaque fois, c'est au pire, qu'est-ce qui se passe? Au pire, on se casse la figure. Et on revient. On se relève et on recommence. On revient, on recommence, on fait autre chose. Oui. C'est pas grave. Il faut concevoir que sur la route, il va y avoir d'autres opportunités.
Forcément, on change de rue, il y a une autre rue, etc., etc., etc. Si vous faites toujours le même trajet, il y a toujours le même trajet. Mais si vous changez de trajet, ah tiens, j'avais jamais vu cette maison. Ah tiens, j'avais jamais vu cette rue, etc. Et en fait, la vie, c'est un petit peu comme ça. Quand on est dans sa routine, on fait toujours la même chose et on se sent prisonnier. Bah, il faut changer de routine. Voilà. Et dans cette autre routine qui fait peut-être un peu peur, ça va bien se passer. Ça veut pas dire qu'on tombera pas sur une impasse, mais c'est pas grave. En fait, c'est on fera demi-tour. Voilà, on fait demi-tour. On escaladera. En fait, la peur de l'impasse souvent fait que je vais pas partir parce qu'on sait jamais si je tombe sur une impasse. Ouais. Mais oui, mais non. Tu tombes sur une impasse, tu continues ta route, tu marches un peu plus longtemps, tu trouves un autre chemin. Mais c'est comme ça. J'ai mis quelqu'un très en colère un jour qui m'a dit non, mais vraiment, non, y a pas un moment où tu penses à ta retraite, c'est pas sérieux, il faut que tu mettes de l'argent de côté. Et je lui dis pourquoi. Je sais même pas. Je pourrais m'arriver un truc demain. Ça sert à rien. Voilà, mindfulness, on est aujourd'hui. Et donc, c'est quelque chose qui est pas facile à appliquer, mais quand on est dans cette vie nomade, on est obligé de l'appliquer. Oui, parce que sinon, on peut s'angoisser pour plein de choses. On est obligé de se concentrer sur le moment présent et dire demain, c'est un autre jour. Mais c'est marrant ce que tu viens de dire parce que, en fait, quand on regarde tout ça, on apprend quoi à l'école? On apprend la cigale et la fourmi. Ouais. On apprend que la cigale, c'est pas top. C'est pas top. Qu'il faut être une fourmi, qu'il faut toujours prévenir, il faut toujours prévoir. Et donc, on a des assurances parce qu'on sait jamais. Et donc, on a aussi une assurance sur la maison parce qu'on sait jamais. On a même une assurance anti-tremblement de terre parce qu'on sait jamais. Donc, on finit par savoir. Oui, mais on ne sait jamais. Oui, mais si on sait pas, on a compris. On sait qu'on sait jamais. Du coup, on peut peut-être faire autre chose maintenant. Vivons. Et en fait, c'est en vivant qu'on fait des super rencontres, qu'on fait des nouvelles choses, etc. Je pense qu'en faisant ça, on oublie d'avoir la foi. On oublie d'avoir foi en soi, foi en quelque chose qui est bien plus grand que nous, quel que soit le nom qu'on veut lui accorder, mais la foi. Moi, je pense que la foi, c'est quelque chose qui fait gonfler la voile de son bateau. Et que sinon on peut pas avancer. On oublie d'ouvrir son cœur, de regarder les autres et d'être généreux. Et en étant généreux, on est heureux parce que donner, ça rend heureux. Ça rend heureux celui qui est en face de nous. Et nous, on est heureux de rendre quelqu'un heureux. Et donc, en fait, en s'enfermant dans toutes ces espèces de craintes, on s'emprisonne soi-même, on s'empêche de vivre finalement. Et c'est dommage. Nos enfants, on a donné à manger à quelqu'un quand on arrivait en Grèce. Ah oui, en Grèce, oui. Quelqu'un qui était vraiment affamé, en mauvais état. Et les enfants, spontanément, ont voulu faire la même chose. Ils ont donné leur barre de chocolat. Ouais. Et notre fils a dit, ça fait du bien d'avoir fait ça. Ouais, ça fait du bien de donner à manger à quelqu'un qui a très faim. C'est... En fait, nous, on passe par beaucoup d'émotions dans cette aventure. Je trouve que je suis devenue très émotive. D'ailleurs, j'ai passé plusieurs mois où je pleurais pour tout. Je pleurais parce que je regardais ma mère et je me disais, elle a vieilli, je l'aime. Je disais, je sais pas ce que j'ai, ça doit être hormonal. Ça doit être ma périménopause. Mais en fait, je suis pas sûre. Je pense que c'est quelque chose qui nous a remis en connexion. Ah oui, mais beaucoup. Ouais. Merci. C'est une super aventure. Merci beaucoup, Ninon, Thomas, pour votre lumière, pour votre générosité. C'était un plaisir d'échanger avec vous sur tout ça. De toute manière, pour vous trouver, c'est assez simple. Il y a les réseaux sociaux. Je mettrai tous vos liens. The Ways to Teach. Et je pense que ça peut aussi inspirer beaucoup de personnes, peut-être à venir vous voir pour différents aspects de coaching ou de tuteur, d'être, effectivement, de différents niveaux, que ce soit le bilinguisme ou autre. C'est passionnant. En tout cas, c'est des sujets qui sont extrêmement importants à mon sens aujourd'hui. Merci de nous avoir reçus. Merci de nous avoir reçus. C'était un très bon moment. Merci.